Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. La violence, encore la violence, toujours la violence. Mais qui arrêtera la violence en Centrafrique? Plus aucune région de ce pays n'est à l'abri de la violence. Plusieurs dizaines de morts depuis quelques semaines maintenant, des milliers de déplacés. Mais qui sont ces fous déchaînés qui ensanglantent la Centrafrique, qui massacrent des civils innocents? Comment les désarmer? Comment redonner aux Centrafricains l'espoir d'une paix durable? Trois Centrafricains avec moi pour en parler. Edgar Garcia, vous êtes membre de l'opposition, vous êtes conseiller chargé des relations avec la diaspora, membre de l'URCA, Union pour le renouveau centrafricain, parti d'opposition, et vous êtes par ailleurs porte-parole en Europe de l'ancien Premier ministre Anissé Georges Dologuélé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités, M. Toubou. Roger Andialandi, vous êtes vous membre de la majorité présidentielle, vous êtes en Europe le coordonnateur général de cette majorité. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Paul Syriac Semaporo, vous êtes le président du collectif des Voix, des Sans-Voix, une organisation de la société civile centrafricaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Comme si les affrontements sanglants entre les SLK et Anti-Balaka ne suffisaient pas, deux nouveaux groupes armés viennent de faire leur apparition sur le théâtre de la mort en Centrafrique. Révolution, Justice et le Mouvement national de la libération de la Centrafrique. Et le résultat s'appelle l'horreur au quotidien pour les Centrafricains, comme le montre ce sujet de la rédaction signé Aïssatou Beslan Diamanka. Bangassou, Bria, Alindao, Zemio, Kagabandoro ou Bakoum, toutes sont des régions touchées par un conflit ouvert. Même Bangui, la capitale, n'est pas épargnée. Ces régions sont le théâtre de combats, d'attaques et d'exactions répétées qui font fuir les populations vers d'autres zones ou pays limitrophes. Après les affrontements rudes entre la Seleka et les Anti-Balaka, le curseur s'est aujourd'hui déplacé sur une zone rouge. De nouveaux mouvements armés entrent dans la danse pour jouer leur partition. La Révolution Justice et le Mouvement national de la libération de la Centrafrique. Depuis la fin du mois de décembre 2017, ils s'opposent dans un combat meurtrier, causant plusieurs dizaines de morts et plus de 60 000 déplacés, rien que dans la région de Papouas. Et pourtant, cette région a toujours été épargnée comme tant d'autres. Comment comprendre cette spirale de la violence en Centrafrique? À qui profitent ces troubles sans fin? Zoom sur un conflit qui prend une autre tournure, du moins dramatique. La Centrafrique est en proie depuis 2013 à des violences communautaires suite au renversement de l'ex-président François Bozizé par les milices Seleka prétendant défendre la minorité musulmane. Les milices anti-Balaka majoritairement chrétiennes vont lancer une offensive. Le feu est ainsi mis aux poudres. Coincée comme dans un étau, la population est livrée au bruissement quotidien des armes. En fait, moi, en tant que Centrafricain, ce qui se passe au nord de la XIA, je suis contre. Les armes, c'est pas bon. On est tous des frères. Il faut qu'on aille se dialoguer entre frères et frères. L'histoire des armes, là, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est méchant. Malgré l'intervention des forces étrangères dès le début du conflit en 2013 et de la MINUSCA, qui avait toutefois favorisé un retour au calme depuis 2015, les violences ont progressivement repris dans les provinces qui restent majoritairement sous la coupe des milices et des groupes armés. Un regain de violence qui, d'année en année, prend des proportions inquiétantes. En 2 ans, depuis 1979, date où le peuple centrafricain avait lancé une demande forte, une aspiration à l'établissement d'une démocratie, d'une justice sociale, sous l'empereur Bokassa, il y a eu déjà 5 crises militaro-politiques. Par ailleurs, si le président Faustin Archange Touadéra, élu en 2016, a fait de sa priorité le désarmement des milices armées et l'instauration d'une paix durable dans le pays qui favoriserait entre autres la reprise de l'activité économique nationale, le pari est loin d'être gagné. Pourtant, le 19 juin 2017,
Un accord de paix qui prévoyait un cessez-le-feu immédiat a été signé à Rome, soutenu par les acteurs politiques et par les 14 groupes armés, un accord qui a vite volé en éclats en moins de 24 heures. Le processus de désarmement, le DDR, fut une autre action de pacification. Il n'a cependant pas permis une démilitarisation totale des différents groupes armés. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de désarmement en République centrafricaine. La semaine dernière, du côté de Kembe, à Pombolo précisément, on a encore déploré plusieurs cas de tuerie. Il y a au moins une centaine de personnes qui ont été tuées dans la ville de Pombolo. Donc on ne peut pas parler d'un bilan positif quant à ce qui est du désarmement. Aujourd'hui, M. Touadéra a du mal justement à déployer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire centrafricain. Même si un signe de réconfort anime les populations avec la condamnation à perpétuité ce lundi 22 janvier 2018 de Rodrigue Ngaïbona, alias Général Angelo, chef redoutable des anti-Balaka, qui avait lancé les massacres de musulmans en décembre 2013 à Bangui, le conflit perdure et désorganise totalement le quotidien des Centrafricains. Sur 1 100 000 déplacés recensés, plus de 680 000 ont trouvé refuge dans les pays voisins, principalement au Cameroun, au Tchad et en République démocratique du Congo. Aline Dao, Bakoum, Bangassou, Bria, j'en oublie, la violence est partout en Centrafrique. Mais que se passe-t-il dans votre pays, la Centrafrique et de Gargacia? Monsieur Toubé, avant de répondre à votre question, j'aimerais profiter de votre plateau pour dire mes vœux de 2018, en tout cas de cicatrisation des blessures des victimes de cette honteuse crise que notre pays ne cesse de connaître. Pour revenir à votre question, une analyse froide de la situation ou de la dégradation progressive de l'insécurité dans notre pays nous amène à dire, mais en tout cas avec beaucoup de sûreté et sans risque de nous tromper, que la principale raison, au vu de l'attitude de l'actuel chef d'État Faustin-Archange Touadéra et de son gouvernement vis-à-vis de cette crise-là, des solutions qu'ils essaient de proposer qui ne sont pas adaptées à la situation de la République centrafricaine, nous pouvons conclure facilement qu'aujourd'hui, la principale raison, franchement, est due à l'impréparation de l'actuelle équipe dirigeante dans notre pays. Je reviendrai dans les détails, si vous me le permettez, au cours du débat. C'est l'incompétence du gouvernement qui explique le regain de violence, la multiplication des groupes armés qui aujourd'hui ensanglantent votre pays. Vous savez, la situation d'insécurité dans le pays était connue de M. Faustin-Archange Touadéra avant son arrivée aux responsabilités. Oui. Et comme vous l'écoutez aujourd'hui, M. Faustin-Archange Touadéra passe son temps à dire aux Centrafricains que la situation était déjà dramatique avant son arrivée. C'est un constat d'impuissance, vous conviendrez avec moi. C'est pas faux en soi. Et parallèlement à ça, la communauté internationale qui est dans le pays pour nous aider doit également sentir justement la contribution des autorités centrafricaines. Et c'est ce que justement la communauté internationale aujourd'hui a du mal et le peuple centrafricain avec, en tout cas, ne constate pas. C'est cet apport local-là, effectivement, qui fait défaut, selon vous, et qui ne motive pas, qui n'encourage pas, selon vous, la communauté internationale. Roger Andjalandi. Alors, deux autres groupes se sont ajoutés à la danse. Il s'appelle Révolution Justice et le Mouvement national de la libération de la Centrafrique. Le résultat, vous le connaissez, vos pays, vos compatriotes souffrent au quotidien. Et ils sont des milliers à fuir leur maison, à subir la violence au quotidien. Comment vous vivez d'abord, vous, en tant que Centrafricain, cette situation? Non, naturellement, je crois que, là vous me demandez, en tant que citoyen, de réagir donc, à ce qui se passe dans le pays. Naturellement, je ne peux que déplorer ce qui se passe, hein. Même si aujourd'hui, même si le reportage que vous venez de produire exagère un peu. Vous trouvez? Oui, naturellement. Vous pensez qu'il y a de l'exagération dans ce reportage? Non. Il n'y a pas de Centrafrique qui fuit leur maison? Non, je ne dis pas ça, mais juste simplement, il y a eu une exagération dans la manière de présenter les choses. On a l'impression aujourd'hui, le Centrafricain ou la personne qui serait aujourd'hui devant son téléviseur se rend bien compte qu'aujourd'hui, en Centrafrique, il y a le feu, il y a le sang, ça tourne, ça ne va pas. C'est pas le cas. Et puis si naturellement,
Tout ça s'appuie avec les commentaires de Gassia. On se rend bien compte que le pays n'est pas gouverné aujourd'hui, ce qui est totalement faux. Et je pense que dans cette affaire-là, faut éviter de jouer un jeu de rôle, finalement, un rôle de l'opposant. De temps en temps, il va falloir que les opposants se conçoivent aussi comme étant des citoyens. Dès l'instant où ils se conçoivent comme des citoyens, la problématique n'est plus la même. Ça n'empêche pas de faire le constat. Naturellement, mais ça n'empêche pas non plus d'être citoyen, de regarder les faits tels qu'ils se passent, les progrès en cours. Oui. Ceci dit, la persistance même de la violence aujourd'hui n'est pas due à Faustin Touadéra, au chef de l'État. Vous savez-vous, la sécurité, ça se mettait avec des hommes. Quand Touadéra est arrivé aux affaires, il n'y avait pas d'armée, il n'y avait rien. Oui. Donc on ne peut pas parler de sécurité, c'est à partir du moment où vous n'avez pas des hommes. Oui. Il se trouve que la communauté nationale nous a mis... Mais il a promis de sécuriser, on se souvient naturellement. De son discours de campagne. Il a promis de sécuriser la Centrafrique, il s'est présenté comme étant l'homme de la situation. C'est ce qu'il est en train de faire actuellement. Mais si vous vous rendez compte, si vous pensez que quelqu'un qui arrive aux affaires sans hommes, on parle de sécurité, on parle d'absence de guerre. C'est ça le problème plus de la paix. Oui. Si on parlait de paix, ça veut dire qu'il n'y a pas de guerre. Or, il se trouve que quand Touadéra est arrivé aux affaires, l'ensemble des groupes armés étaient en possession de l'ensemble de leurs capacités militaires. En face, il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien du tout. Alors, ça veut dire concrètement, il va falloir trouver des solutions en termes d'hommes, de capacités, etc. Donc il y a des réponses aujourd'hui qui sont fournies, d'abord en termes de capacités, puis naturellement, j'essaierai de développer l'ensemble des éléments. Excusez-moi, est-ce que vous êtes en train de nous expliquer que le président Faustin Archange Touadéra, arrivé au pouvoir, a découvert avec surprise qu'il n'y a pas d'armée en Centrafrique? Non, ce discours-là... Non, mais ce discours-là, il a sans doute théorisé un plan de sécurisation et de sortie de crise en tant que candidat avant d'être élu président de la République. Parce que ce qui est en jeu ici, je vous en prie, c'est pas des discours politiciens. Vos compatriotes souffrent. Vous avez vos compatriotes. Naturellement. Voilà. Oui. Alors, donc, il savait avant d'arriver au pouvoir qu'il n'y avait pas d'armée. Et il avait la solution, à la fois pour avoir d'abord une armée et pour sécuriser votre pays. Qu'est-ce qui s'est passé et qui explique aujourd'hui la multiplication de la violence? C'est ça la question. Mais la multiplication de la violence, je veux dire que vous dites qu'il y a la multiplication de la violence. Aujourd'hui, la situation est ce qu'elle est. Le secrétaire général des Nations Unies l'a dit en octobre, dernier. Mais ça ne veut pas dire. Je veux dire qu'on ne peut pas simplement dire, comme disent certains, on découvre, le chef de l'État découvre les choses, etc. Non, c'est pas ça le débat. D'accord. Le débat n'est pas à ce niveau-là. Non. D'accord. La question aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une situation sécuritaire qui est celle que le pays a connue avant que Touadéra arrive aux affaires. Aujourd'hui, Touadéra est en train de construire les solutions. Donc, il y a des solutions qui sont en cours aujourd'hui. Quelles sont-elles? La formation aujourd'hui. Oui, la formation aujourd'hui, en train de reconstituer l'armée. D'une armée, vous dites. Oui, naturellement. Des militaires centrafricains, de la FACA. Oui, bien sûr. Des FACA, des forces armées centrafricaines. Un militaire, ça se forme par quelques jours, ça prend des mois. Pendant ce temps. Oui. Mais pendant ce temps, nous avons le bras armé de l'ONU qui est sur le terrain. C'est la MINUSCA. Oui. Et la MINUSCA qui a aujourd'hui une apparence d'une armée qui n'agit pas, qui arrive sur le terrain avec un autre concept d'opération. Monsieur Zemaporo, à la fois, votre regard à la fois sur ce que vit votre pays et sur la présidence, je dirais pas la présidence, sur l'action du président Faustin Archange Touadéra dans la gestion de cette crise. Edgar Gassia l'a dit. On a en Centrafrique, ce sont ces mots, un gouvernement incompétent qui n'arrive pas, qui n'est pas à la hauteur de la situation sécuritaire. Quel est votre avis sur la question? Très rapidement. Je suis en colère, personnellement. Je suis en colère, une colère saine, parce que le peuple souffre en tant que tel. On ne va pas se voiler la face. Un peu partout, sur toute l'étendue du territoire, les Centrafricains meurent. Je l'ai toujours dit que les gens meurent en silence. On arrive à voir les cas de décès, les cas de tueries, c'est ceux qu'on a la possibilité d'approcher avec les caméras pour voir. Mais ce qui se passe dans le fin fond, dans les fins fonds de nos coins, dans l'arrière-pays, dans les tréfonds de la RCA, on ne sait pas. Et c'est terrible. Les échos qui nous parviennent tous les jours, c'est terrible. Comment vous l'expliquez? Je vais vous dire ce que je vais dire. Le pays, notre pays, la République centrafricaine est sous tutelle. Chaque candidat qui arrivait des Nations Unies, ça c'est le système international, le pays est pris en étau. Vous savez que le plan des Nations Unies, c'est de rendre toute l'humanité, le monde entier,
comme un seul village. Et il faut qu'il y ait qu'une seule armée. À chaque fois que les Nations Unies arrivent quelque part dans un pays, on pense que la paix va se revenir, mais la paix ne revient jamais. La théorie du complot... Je ne parlerai pas seulement en termes de complot, mais c'est une évidence. Comment vous justifiez que vous arrivez avec des armes? L'armée centrafricaine, à l'époque, était constituée d'à peine 7000 hommes. Oui. Ils arrivaient à quadriller le pays. Les gens que vous appelez les coupeurs de route à l'époque, qui sont devenus des éléments de la Séléka et autres, ils sont pris toujours en chasse par l'armée nationale qui arrivait à gérer, à superviser tout l'étendue du territoire centrafricain. Aujourd'hui, comment se fait-il qu'avec plus de 12 000 hommes équipés sur le territoire centrafricain, on tue? C'est les éléments des casques bleus qui sortent leur appareil photo pour filmer ce qui se passe. Quand les gens se tuent, ils filment. Il y en a qui se font tuer aussi. Hein, ceux qui se font tuer, voilà. Mais vous imaginez que les images qui nous sont rapportées en temps réel sont renvoyés généralement par les... Expliquez-nous en quoi est-ce que votre pays est sous tutelle aujourd'hui et sous tutelle de qui et qui profite de cette tutelle? La RCA, mais c'est les Nations Unies, c'est les grandes firmes, c'est les grandes puissances, c'est les gens qui gèrent le monde en ce moment. Hein. Je ne dirais pas autre chose. Les Nations Unies prennent la RCA sous tutelle. On ne peut même pas engager des dépenses sans passer par les Nations Unies. Ça, c'est clair. On a eu des fonds, des financements au niveau de Bruxelles dernièrement. Même ces fonds ne peuvent pas rentrer en jeu sans pour autant qu'il y ait un accord tacite des gens qui ont pu octroyer ces fonds. Le pays n'est pas indépendant en tant que tel. C'est ce que les gens ne voient pas. Même si le chef d'État, Faustin Archange Touadéra, ramène ces programmes, il avait des programmes comme tous les candidats qui étaient en lice. Ils avaient des programmes, mais ils ne pouvaient pas mettre en application ces programmes. Qui tire profit aujourd'hui de la situation? Mais les gens qui tirent profit, c'est les gens qui veulent s'éterniser là-bas dans le pays. Hein. Les Nations Unies ne veulent pas partir. Ceux qui tirent profit, c'est quoi? C'est les forces en place, les rebelles. La RCA est devenue un Eldorado. Non, je parle d'éléments, je parle de profiteurs extérieurs. Oui, profiteurs extérieurs, c'est les Nations Unies qui veulent justifier leur présence sur Terre. Il faut qu'il y ait des tueries pour justifier leur présence. Il y a beaucoup d'argent qui circule pour le fait qu'ils soient sur place. Il faut qu'ils justifient. Mais quand il y a des tueries, quand il y a des assassinats à tout bout de champ, mais ils peuvent rester et puis justifier de leur présence. Très rapidement, votre pays est sous tutelle, les Nations Unies ont intérêt à ce que la situation sécuritaire dans votre pays reste aussi volatile qu'elle est aujourd'hui. Très rapidement, c'est votre avis? En tout cas, c'est l'avis de M. Semaporo que je ne partage pas naturellement. Je disais tantôt que pour nous, et pour beaucoup de Centrafricains, la principale responsabilité revient aux autorités centrafricaines. Vous savez, M. Faustin Archange Touadéra n'a pas hérité d'un autre pays que celui que dirigeait Mme Catherine Samba-Panza. C'est vrai, vous avez raison. Et vous avez vu, à l'époque de Mme Samba-Panza, les mois qui ont précédé justement l'organisation des élections présidentielles, il y avait une espèce d'accalmie dans le pays. Les bandes armées étaient cantonnées, ils avaient leurs armes au pied, ils attendaient justement des nouvelles autorités de venir leur proposer justement une solution. Chose que Faustin Archange Touadéra et son gouvernement n'ont pas réussi à faire en 2 ans. Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. Tout de suite.